Bonjour, chers élèves de la 4e année sciences expérimentales et 4e année sciences mathématiques. Nous voilà de nouveau pour une deuxième partie de la génétique humaine. Commençons d'abord par le rappel de la définition de la génétique humaine. C'est une séance qui étudie les caractères héréditaires chez l'espèce humaine, essentiellement les anomalies et les maladies héréditaires. Elle est basée sur 3 techniques. La première technique, l'analyse des pédigrés. Deuxième technique, l'analyse des karyotypes. Et troisième technique, qui sont en fait des techniques nouvelles de la biologie moléculaire. Il s'agit de l'analyse de l'ADN et de l'activité enzymatique. L'analyse des arbres généalogiques en fait le sujet de la première partie de la séance de révision de la génétique humaine. Les autres techniques forment ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. Alors, qu'est-ce que le diagnostic prénatal ? Et comment peut-on exploiter les données du diagnostic prénatal pour détecter les aberrations et les maladies chez l'espèce humaine? Rappelons la définition du diagnostic prénatal. C'est un ensemble de techniques qui se reposent sur des analyses faites sur des tissus embryonnaires prélevés pour détecter les aberrations chromosomiques et les maladies géniques chez un fœtus. Le diagnostic prénatal est pratiqué dans le cas de grossesse à risque. Devrait se faire le plus tôt possible pour une prise de décision médicale précoce. Et il se fait par prélèvement du liquide amniotique, ce qu'on appelle l'amniosynthèse, ou du sang fœtal, ou encore prélèvement des villosités choriales. Les cellules prélevées sont mises en culture pour une éventuelle analyse. Le document suivant montre les 3 techniques de prélèvement du tissu fœtal au cours du diagnostic prénatal. Voilà, on a donc les 3 techniques, la cordosynthèse, prélèvement du sang fœtal à partir du cordon ombilical, l'amniosynthèse, prélèvement du liquide amniotique contenant des cellules fœtales, et finalement la choriosynthèse, prélèvement des villosités choriales contenant des cellules fœtales. Alors, c'est quoi le but du diagnostic prénatal? En fait, le diagnostic prénatal a 2 buts. En premier lieu, la détermination des aberrations chromosomiques. Deuxième but, c'est de déterminer les maladies géniques. Les aberrations chromosomiques sont détectées grâce à l'analyse de karyotypes. Les karyotypes permettent de détecter les anomalies et les aberrations en nombre de chromosomes, mais aussi en structure. Quant aux maladies géniques, elles sont déterminées par l'analyse des protéines et de l'ADN. L'analyse des protéines par électrophorèse et l'analyse de l'ADN par utilisation de la sonde moléculaire. Rappelons les techniques de la réalisation d'un karyotype. Un karyotype est réalisé suite au prélèvement de cellules fœtales. On les met en culture dans un milieu in vitro. Par la suite, on ajoute une substance qui bloque la division cellulaire, généralement en métaphase. On fait le prélèvement de la préparation, on colore les chromosomes, on fait une observation microscopique au fort grossissement, on réalise une photographie. Par la suite, on découpe les chromosomes et on les classe en paires, et c'est ainsi qu'on réalise un karyotype. Passons maintenant à l'analyse des karyotypes sans aberration chromosomique. Rappelons, le premier karyotype, par exemple, il montre 22 paires de chromosomes autosomes et une paire de chromosomes sexuels similaires. Donc la formule chromosomique correspondante à ce karyotype est 44 autosomes plus XX. C'est le karyotype d'une femme. Il est sans aberration chromosomique. Deuxième karyotype, donc il montre 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels différents. Formule chromosomique est donc 44 chromosomes plus XY. C'est le karyotype d'un homme sans aberration chromosomique. Premier karyotype. Alors, dans le premier karyotype, vous voyez qu'il y a un chromosome numéro 21 supplémentaire. Il s'agit du karyotype de syndrome de Down, connu sous le nom de trisomie 21. Deuxième karyotype, il montre un chromosome sexuel X de plus. C'est le syndrome de Klinefelter. Et troisième karyotype, là on a un chromosome sexuel de moins.
c'est le syndrome de Turner. Passons maintenant aux mutations géniques. Les mutations géniques sont détectées par l'analyse de protéines et de l'ADN par la technique de l'électrophorèse. Rappelons la technique de l'électrophorèse vite fait. Donc, il s'agit d'une technique de séparation et de caractérisation des protéines à l'aide d'un champ électrique. Les molécules migrent différemment en donnant des bandes et grâce à cette technique, il est donc possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutés chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. Le document ci-contre permet l'exploitation des résultats d'une électrophorèse. Regardez, le sujet numéro 1 donc, possède les deux types d'allèles A1 et A2. Il est donc de génotype hétérozygote. Quant au sujet 2 et 3, ils possèdent chacun un seul type d'allèle. Ils sont donc homozygotes. Passons maintenant à une application. L'application est formée de 4 questions. Le document ci-contre représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie héréditaire. La première question, à l'aide d'un raisonnement raisonnable, argumenté, discuter les hypothèses suivantes. Donc, on a 4 hypothèses à discuter successivement. Répondons maintenant à la première question. À l'aide d'un raisonnement argumenté, discuter les hypothèses suivantes. L'hypothèse qu'on va discuter, c'est H1, l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome. Et là, chers élèves, je vous conseille, quand on veut discuter une hypothèse, commencez par identifier le couple d'allèles responsables de la maladie. Exemple. Soit le couple d'allèles grand A, petit a, tel que grand A domine petit a, avec grand A allèle normal dominant et petit a allèle anormal récessif. Le père 1 de la première génération, sain, devrait donc être hétérozygote de génotype grand A, petit a. La maman devrait être homozygote, petit a. Le couple 1, 2 de la première génération devrait donner des enfants sains et d'autres atteints. Et là, pas de contradiction. Et là, je vous conseille de dresser le tableau de rencontre des gamètes, comme vous voyez là. Passons maintenant à la discussion de la deuxième hypothèse. L'hypothèse H2. L'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. Commençons par identifier le couple d'allèles, soit le couple d'allèles grand A, petit a, tel que grand A domine petit a. Grand A allèle anormal dominant, petit a allèle normal récessif. Le père sain de la première génération devrait être homozygote, petit a, alors que la mère est hétérozygote, grand A, petit a. Théoriquement, on doit avoir la descendance donnée par le tableau suivant. Voilà, donc le couple 1, 2 donne des enfants sains et d'autres atteints, pas de contradiction. Donc l'hypothèse H2 est aussi à retenir. On passe maintenant à la discussion de l'hypothèse H3. L'allèle responsable de la maladie est récessif, porté par un chromosome sexuel X. Soit donc le couple d'allèles grand A, petit a, tel que grand A domine petit a. Grand A, c'est l'allèle normal dominant, petit a, c'est l'allèle anormal récessif. La mère devrait être homozygote XA, le père homozygote XAY. Théoriquement, on doit avoir la descendance donnée par ce tableau. Voilà, le tableau donc de rencontre des gamètes. Le couple 1 et 2 de la première génération donne des filles saines et des garçons atteints. Donc, pas de contradiction. L'hypothèse H3 est aussi à retenir. Enfin, on passe à la discussion de l'hypothèse H4. L'allèle responsable de la maladie est dominant, porté par un chromosome X. On commence par déterminer le couple d'allèles mis en jeu, comme d'habitude. Donc, soit le couple d'allèles grand A, petit a, tel que grand A domine petit a. Grand A allèle anormal dominant, petit a allèle normal récessif. Dans ce cas, la mère devrait être hétérozygote. X grand A, X petit a, le père homozygote. Théoriquement, on doit avoir ces résultats comme le montre le tableau de rencontre des gamètes ci-contre. Voilà. Donc, le couple 1 et 2 donne des enfants sains et d'autres atteints. Et là encore, pas de contradiction. Donc, l'hypothèse H4 est aussi à retenir. On passe maintenant à la deuxième question.
à partir de l'exploitation de ce document, déterminer la nature des allèles A1 et A2 et préciser quelle hypothèse et ou sont vérifiées par ces résultats. Et là, chers élèves, je vous rappelle que le verbe d'action exploiter est différent du verbe d'action analyser. Quand on vous demande d'exploiter des données, vous êtes demandé d'utiliser juste les données qui permettent de déterminer les allèles A1 et A2. Alors que lorsqu'on vous demande d'analyser les données, vous êtes demandé à utiliser toutes les données du document. Voilà, donc on répond à cette question de la manière suivante. Ce document montre que les individus 1 de la première génération et 2 de la deuxième génération ne possèdent qu'un seul allèle chacun. Cet allèle est de type A1, donc ils sont tous les deux homozygotes. D'après le pédigré, 1 de la première génération est phénotypiquement sain. 2 de la deuxième génération, qui est son garçon, son enfant, est phénotypiquement atteint. Donc, on déduit que A1 est l'allèle normal, sain, A2 est l'allèle anormal, l'allèle de l'anomalie. Les individus 1 de la première génération et 2 de la deuxième génération sont homozygotes et par conséquent, l'hypothèse H1 est rejetée car elle exige que 1 de la première génération soit hétérozygote. L'hypothèse H3, qui exige que 2 de la deuxième génération doit être aussi hétérozygote, est aussi à rejeter. On passe maintenant à la troisième question. Exploiter les données du document pour préciser le déterminisme génétique de cette maladie. Encore une fois, on a le verbe d'action exploiter. Alors, comment répondre à cette question? L'analyse de l'ADN montre que la fille de la deuxième génération est homozygote. Elle a 2 allèles A1. Regardez, elle a 2 allèles A1. Donc, elle hérite un allèle A1 de chacun des 2 parents, 1 de la première génération et 2 de la deuxième génération. Or, la mère de la première génération est malade. Donc, elle porte l'allèle normal A1, mais il est masqué. La maladie est donc dominante. Le garçon 1 de la deuxième génération, ne possède qu'un seul allèle normal, A2. Donc, c'est le cas d'allèle porté par le chromosome sexuel X. Et par conséquent, on rejette l'hypothèse H2 et on accepte la dernière hypothèse H4. Le gène donc est dominant porté par le chromosome sexuel X. Passons maintenant à la quatrième question. La femme 2 de la première génération est inquiète. Regardez, elle est malade. Elle est inquiète quant à l'état de santé de son futur enfant, le fœtus 3 de la deuxième génération. Pour se rassurer, elle consulte son médecin. Celui-ci réalise des analyses concernant le gène étudié et le karyotype du fœtus. Le résultat est représenté sur le document 3. Voilà donc le document 3 qui montre les résultats d'analyse de l'ADN, mais aussi du karyotype du fœtus. Ces résultats permettent-ils de rassurer cette famille? Justifiez votre réponse. Alors, pour répondre à la question, le karyotype du fœtus montre une paire de chromosomes similaires. Donc, il s'agit d'une fille. D'autre part, l'analyse du gène montre la présence seulement de l'allèle A1 normal. Donc, elle sera une fille homozygote A1 saine. Et c'est une bonne nouvelle pour la famille. Voilà donc, on a terminé avec cette application et avec la deuxième partie de la génétique humaine. Merci pour votre attention, bonne chance et bonne continuation.